s'il y avait encore de côté, une partie en fait, de la tendance a été une multiplication des acteurs et des aspects de complexité, puisque à un moment donné, quand le conflit a lieu, le pouvoir était dominé par le PRI, le parti la Révolution institutionnalisée, avec une structure très très verticale en fait, qui contrôlait depuis la figure du président jusque dans les communautés indiennes, en formant et en renforçant des caciques. On appelle ça donc, des espèces de leaders locaux. Mais il y a une dimension négative, parce que très souvent corrompus par le système et qui cherchaient à imposer les règles du système dans les communautés. D'un côté, nous avions le PRI au pouvoir depuis la Révolution mexicaine, presque en 1929, qui avait réussi à établir donc, un parti d'État, grosso modo, qui fonctionnait dans le gouvernement, avec un allié qui fait un petit peu l'objet de boîte noire, qui serait l'armée mexicaine. Et de l'autre, nous avons le ZLN, qui comprend une structure militaire, l'armée zapatiste de libération nationale, mais aussi ce que l'on appelle les bases de soutien de l'armée zapatiste de libération nationale, qui sont des civils. Dans la première étape, les zapatistes étaient soutenus par la plupart des organisations indigènes de l'État du Chiapas, et d'une manière relativement proche l'Église catholique, qui va jouer un rôle de médiation, mais en s'assumant plus proche des demandes des peuples indiens que des intérêts de l'État. Donc au départ, on a une espèce de polarisation relativement simple, non, entre l'État et un mouvement armé. Mais l'évolution politique générale du Mexique et la stratégie des zapatistes va faire qu'il va y avoir une multiplication d'acteurs autour d'eux. Les zapatistes vont lancer différents types d'appels à la société civile nationale et internationale, qui font que différents types d'acteurs vont venir au Chiapas, par exemple dans les processus de dialogue, par exemple sur le thème des droits indiens et la culture indienne. Ils vont inviter les peuples indiens de la totalité du pays. Ils créent le Congrès national indien, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui donne une légitimité à leur cause qu'ils n'avaient pas forcément au départ. Parce que toute la stratégie du gouvernement était de se dire juste un petit problème au fin fond du Chiapas, ces 4 municipalités, il se passe presque rien. Non Donc ils réussissent en fait à envoyer des messages à échelle nationale et internationale en rencontrant un écho assez surprenant, au demeurant, sous différentes latitudes, qui fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs autour d'eux, et qui fait aussi que la stratégie du gouvernement, qui au départ était chercher à détenir le commandement zapatiste, ne fonctionne pas, puisque le pouvoir de l'EZLN n'est pas dans la stratégie militaire. Donc un autre triangle, un troisième triangle, la partie du haut. Dans une sorte de hiérarchie pyramidale. Voilà, alors que les zapatistes ont réussi justement à inverser la pyramide, et le pouvoir est beaucoup plus au niveau des communautés. Non et c'est un petit peu cette pyramide inversée aussi, c'est là où on va trouver cette société civile nationale et internationale qui va jouer ses cartes à différents moments, en évitant à nouveau au moins le pire, si ce n'est des solutions avancées véritables. Du côté du gouvernement, les choses deviennent plus complexes à partir de 2000, parce qu'on est censé vivre une transition démocratique au Mexique. Après plus de 71 ans, le PRI perd le pouvoir et rentre notre parti encore plus à droite, plus conservateur, le PAN. Et donc beaucoup de gens pensent, bon bah ça y est, c'est la transition, le PRI a perdu, les solutions vont avoir lieu. Au Chiapas, c'est un gouvernement qui représente 8 partis politiques qui ne correspondent à rien du tout, donc on a une sensation un petit peu, et ce gouvernement va attirer des acteurs plus opposés normalement au PRI, et donc on a une espèce de dégradé de gris qu'on n'avait pas au départ. Non, au départ c'était un petit peu blanc ou noir, tu choisissais ton côté. À partir des années 2000, on a une dégradation de gris avec différents types de stratégies, et de plus en plus aussi on a une espèce, on le voit très clairement au niveau des élections en porte, des luttes de pouvoir du PRI et des grandes familles qui sont presque au pouvoir depuis la colonisation, qui commencent à se disputer le gâteau et voir qui va avoir la plus grosse part. Donc les choses deviennent plus complexes à tous les niveaux, du côté de la société civile, certains qui croient encore en une option électorale, d'autres qui sont plus du côté des zapatistes, de construction d'autonomie ou d'autres types d'alternatives. D'accord. Je parlais justement du contexte en 1994, où c'était un contexte assez inouï ou inusité, en tous les cas en Amérique latine, où en particulier les processus indiens de l'époque dans la zone indie étaient sujets à répression frontale. Alors pour une fois,
un mouvement indien parvient à faire asseoir un gouvernement d'un pays, un tout petit pays d'Amérique centrale, et à l'obliger à dialoguer sur des thèmes comme les droits des peuples indiens, mais aussi sur la démocratie, sur le modèle de développement, sur le système de justice mexicain. C'est assez énorme quand même ce qui se passait pour 94. Et je pense qu'au moins à 2 moments, c'est très clair que la société civile a réussi à freiner le désir de répression de la part de l'État. En janvier 94, donc juste après quelques jours de guerre, il y a un cessez-le-feu qui est signé entre les parties en conflit. Et en février 95, l'armée cherche à nouveau à prendre position dans la jungle. Et à nouveau, c'était une des premières fois en fait où ils remplissent le Zocalo, la place principale du Mexique, des milliers de personnes qui demandent au gouvernement mexicain une solution dialoguée au Chiapas. Donc ça, c'est au niveau de la société civile nationale. Mais on a aussi un petit peu ces mêmes échos et ces mêmes tendances à échelle internationale, avec une forte présence de personnes internationales au Chiapas, en 94, en 95, en 96, de nombreuses expulsions de personnes étrangères aussi pour justement être présents à ce moment-là. Mais je crois qu'au début du conflit, ça a été très clair, qu'effectivement, ça joue une espèce de rôle de tampon entre les acteurs, ça a modéré les ardeurs, et que mine de rien, ce qu'on peut voir ensuite, même s'il n'y a plus le même glamour autour du Chiapas au cours des années postérieures, en l'an 2000-2002, après la loi indienne, il y a quand même quelque chose d'unique au Chiapas. Après 2000, en fait, ce qui est clairement décidé par l'État, c'est on va les laisser faire, parce qu'ils sont finalement au milieu de nulle part, mais c'est le dernier niveau d'autonomie qu'on va laisser passer. Et donc tous les autres essais d'autonomie, au Oaxaca, à Atenco, dans le nord du pays, vont faire l'objet de répression frontale, soit directement par le biais de l'appareil de l'État, soit en passant par des groupes de choc liés apparemment à la délinquance organisée. Donc effectivement, le zapatisme est le seul endroit où l'autonomie a réussi à prendre une ampleur telle qu'elle dépasse le cadre de la loi, qui ne reconnaît l'autonomie qu'à l'échelle municipale. Ici, ils sont en train de le construire à l'échelle de région qui n'a rien à voir avec les municipalités. On les dépasse amplement. D'accord. Et puis... Sinon, sur des conflits plus précis, il faut faire une analyse avant de savoir si effectivement on va avoir la marge pour agir ou pas. C'est ça. Par exemple, au niveau des déplacements forcés de Chalchihuitan, comme on a au milieu de l'action un groupe armé non identifié, on sait seulement qu'ils sont armés avec des grosses armes, qu'ils sont souvent cagoulés. Si on voit qu'on n'a pas de moyen de créer un minimum de situations de dissuasion, ou si on ne voit pas la capacité de réponse ou le lien avec l'État, en règle générale, nous n'allons pas intervenir en situation de crise. Postérieurement, oui, ou en cherchant à faire passer une aide humanitaire, oui, mais c'est toujours un petit peu cette étude de dans quelle étape on est et quels sont les protagonistes du conflit concret pour savoir si on a la marge effectivement pour participer ou pas. D'accord. Nous avons utilisé différents types de méthodes d'évaluation. Il y en a certains qui permettent l'obtention de résultats qui ne seront qui sont notables peut-être que pour nous, mais il y a de plus en plus en fait dans les organisations qui travaillent pour les droits de l'homme ou la paix un nouveau cadre d'analyse qui est la théorie du changement. Et de ce côté-là, moi ça fait plus de 20 ans que je suis là, donc je vois des changements. Je vois des changements notables. Donc, je pourrais parler de situations concrètes où effectivement notre présence a permis d'éviter la répression, la libération de prisonniers, l'obtention de mesures qui protègent certains acteurs, la diffusion, par le biais de la diffusion des acteurs qui agissent de manière différente. On peut voir des modifications, disons, mineures, mais aussi un changement de contexte plus ample. Donc il y a... je sais pas, la théorie du changement permet aussi de s'attacher plus à pratiquement des anecdotes ou des évaluations des personnes. Ma vie a changé après s'être passé ceci ou cela. Je crois qu'un des impacts, nous n'étions pas évidemment le seul acteur, après le massacre d'Ateal, 45 personnes assassinées, les victimes font toute partie d'une organisation qui s'appelle Las Abejas, 99% catholique. La plupart des personnes arrêtées sont censées être protestantes. Nous rentrons avec un projet de 3 ans d'affilée à travailler avec des acteurs ou des protagonistes religieux, par le biais des églises. Et mine de rien, après ce temps-là,
c'est un petit peu plus, la quatrième année, ça permet le retour de 15 000, 10 000 au moins. Il y avait 15 000 déplacés dans la zone de Chinalo. Et la plupart des personnes déplacées parviennent à rentrer chez elles, même s'il n'y a pas eu justice dans le cas d'Actéal, parce que ça impliquerait signaler des connexions avec l'État. En tous les cas, ils passent un accord, un pacte de non-agression entre églises avec une commission de suivi intégrée justement par les églises qui travaillent avec nous. Donc ça c'est énorme justement d'avoir réussi à travailler avec victimes et bourreaux d'une certaine façon, et les membres de la famille, et parvenir à une situation qui n'est pas encore de solution. Loin s'en faut, il n'y a pas de justice jusqu'à présent, non 20 ans plus tard, dans la situation du massacre d'Actéal, mais certains éléments qui permettent de rétablir un niveau d'équilibre au niveau des communautés. Donc la stratégie du CIPAS peut nous permettre d'obtenir souvent des résultats et des changements à l'échelle des communautés, mais de là s'attaquer aux structures nationales et internationales qui sont derrière ces conflits. J'aurais du mal à vous trouver une anecdote où effectivement on voit quelque chose qui ne permet pas une modification immédiate, à nouveau, qui permet le retour de certaines communautés, qui permet de mettre en place une mission d'observation. Mais oui, on est encore à nouveau entre le pire et le moins pire. Hein. Ouais, j'entends bien. Le mot pacification On crispe un peu. me crispe franchement, D'accord. mais je parle plus très bien français. Donc... D'accord. C'est-à-dire pacification, ça ressemble à la Pax Romana dont Oui, j'appelais un petit peu bien, avant. mais vous pensez bien que je ne l'ai pas utilisé comme ça. Donc si c'est ça l'idée... La pacification, c'est rendre paisible quelque chose. Par contre, il y a des gens qui pacifient à leur méthode, avec leurs armes. Hein. La pacification irakienne, la pacification afghane, la pacification palestinienne. D'accord. Ouais. Donc ce modèle-là, même s'il était proche, j'espère qu'il est loin. Ouais. Et... Bon, j'en reviendrai, je crois, aux communiqués zapatistes des années 90, où il signait toujours cette idée d'une paix avec justice et dignité. Oui. Donc je crois que depuis cette conception de la paix, avec ces deux adjectifs, non, justice et dignité, est franchement loin. Parce que le gouvernement impose la paix par le biais de la militarisation, ou ce qui vient de faire passer une loi de sécurité intérieure qui permet l'intervention directe de l'armée dans des thèmes de police, en fait, d'intervention, des communications, etc. Tendance qu'on aura aussi en France. C'est ce qui est en train de se passer. Ils cherchent à imposer une paix qui est surtout une sécurité de l'investissement, disons, hein, mais qui n'a rien à voir ni avec la justice, ni la dignité, la possibilité de participation des populations indiennes. Donc je crois qu'on en est très loin depuis une logique fédérale mexicaine. Il y a effectivement des espèces d'îlots d'espoir, de construction d'alternatives dans les zones indiennes, zapatistes et certaines non zapatistes, dont les survivants du massacre d'Actéal. Mais c'est une stratégie qui n'entre pas dans quelque chose qu'on pourrait percevoir à échelle nationale. Nous sommes dans un contexte électoral très très tendu et dont les résultats ne permettront sans doute pas, en tous les cas cette année. C'est clair que ça va être encore plus tendu que jamais et qu'il y aura plus de violence politique que jamais. Parce qu'il y a un risque qui est effectivement lié à un passage à un candidat qui pourrait représenter certaines modifications par rapport au prianisme, ils appellent ça, non, le mouvement entre le PRI et le PAN qui représente finalement les mêmes intérêts d'une élite.